mama. She's calling you, man. On a analysé tout ce que j'ai dit. C'est sûr. Point, 15 points, 20 points, 15 points, un point d'arrêt. Toujours silencieux comme ça ou c'est parce que je suis là? Là, maintenant? Ouais. Que je parle pas? Non mais en général tu vois. Ah non, d'habitude de la musique du coup. Mais après on parle pas beaucoup, c'est bon. On devrait plus parler. J'ai cherché pendant un an du boulot dans le textile, dans le coin, parce qu'il y a quand même des entreprises qui bossent dans la région et personne n'a voulu m'ouvrir ses portes parce que j'avais pas fait d'études autour de la mode. Et à l'inverse, quand je suis arrivé à Toronto, j'ai mis mon CV en ligne et tous les jours je recevais des mails. On cherche un couturier, on cherche un tel, un tel. Et du coup là ça m'a fait plaisir, je me dis bah tiens je vais pouvoir choisir chez qui j'ai envie de bosser. Et j'avais vu avant d'aller à Toronto qu'il y avait un atelier de retouche et customisation chez Levi's, donc dans une de leurs boutiques. Et je me suis dit ouais, ça serait trop bien et tout, mais on ne sait jamais. Et donc j'ai attendu un mois avant de maîtriser mon anglais un peu mieux et j'ai postulé chez eux et j'ai été pris en tant que chef d'atelier. Et ça m'a permis de bosser avec Ben, qui est un tailleur canadien. Et lui, il s'est lancé et il faisait des jeans, que des jeans sur mesure. Des jeans et des vestes. Donc vraiment l'uniforme canadien cow-boy, très classique. J'avais fièrement ramené mon premier jean que j'avais fait en Belgique, ramené 2-3 trucs, je lui montre et il me dit ah c'est pas mal. Et du coup je lui explique les machines que j'avais utilisées. Et il me dit ouais c'est pas mal, mais tu sais si tu utilises les machines de l'atelier tu peux faire des trucs encore mieux et tout. Et je dis bah ouais je sais mais j'ai pas de machine. Et il me dit bah tu viens quand tu veux. Avant de partir en France, il m'a offert la machine qui est juste ici, qui est une double aiguille, double entraînement. Il m'a offert une machine pour faire les passants de jeans, une vieille surjeteuse de 1917, une machine pour faire les ourlets points de chaînette et d'autres. Du coup, je suis rentré en France avec toutes les machines qu'il me fallait. Ouais, donc en fait ça va surjeter, ça va permettre de protéger le tissu pour éviter qu'il s'effiloche plus. Soit quand des tissus, généralement c'est des tissus quand ils sont assemblés, on va avoir cousu deux tissus ensemble.
Et du coup, ça va permettre de les scinder entre eux et de protéger et faire en sorte que ça s'effiloche avec le temps et que ça s'use. Avant cette machine-là, en fait, on ne le faisait pas. Donc si vous reprenez un jean de 1880 par exemple, les coutures vont être, les tissus vont être assemblés entre eux sans avoir de surjet. Donc on a l'impression que le vêtement n'est pas terminé encore. Et du coup, cette machine-là, on l'utilise pour ça. Et je trouve que le point, il est typique de cette machine-là. Et je le trouve encore une fois très beau. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'utilise au quotidien. Et ça, c'est une machine qu'on utilise pour les coins de poche, pour les vêtements de travail, surtout pour venir renforcer en fait certaines zones. Hop. Hop. Et donc ça nous permet d'avoir un point en fait qui va, c'est ce qu'on appelle un point d'arrêt ou bar tack. Et en fait ça, on va pouvoir le faire sur les coins de poche d'une veste, principalement des fois sur les manches, on va avoir une ouverture. Donc pour faire en sorte que l'ouverture ne s'ouvre pas plus, on fait un bar tack. Et donc voilà, c'est vraiment, il y a même des fois quand on regarde des vieux jeans ou des vieux pantalons de travail. Je crois que c'est Carhartt avait fait ça à un moment ou une autre marque, mais on avait un pantalon qui était écru. Un pantalon de peintre et en fait il y avait tellement de poches et tellement de bar tack, ils avaient fait tous les bar tack en rouge pour vraiment montrer qu'il y avait plein de renforts et que le vêtement était solide et renforcé de partout en fait. Un jean par définition c'était un vêtement pour aller dans les usines et dans les mines d'or à l'époque, donc le pantalon, le jean allait s'user avec le temps, c'est pour ça qu'on a eu le jean avec les rivets parce que les poches se craquaient, donc il fallait qu'ils soient encore plus renforcés. Et je trouve que faire vivre un vêtement, il n'y a rien de plus beau de le faire vieillir, le patiner. Bon, les jeans que je fabrique, moi que je porte, n'ont pas de trous, donc j'ai pas besoin de réparer les trous, mais des clients me ramènent des pantalons, des vestes où on va repriser, on va réparer, on va mettre des empiècements et ça va lui donner encore plus de charme. En fait, je trouve ça beau de continuer à faire vivre un vêtement. Au Japon, quand on regarde le boro ou le sashiko, c'était une technique de réparation qui existe et ils le faisaient déjà il y a des centaines d'années sur leur kimono, sur leurs vêtements. Et eux, ils avaient déjà cette philosophie d'avoir un vêtement, de le faire vivre, de le transmettre. Et aujourd'hui, on a ça avec, je dis entre guillemets, avec le vintage, avec les vêtements anciens. On va avoir un vêtement qui a déjà vécu. Mais il n'y a rien de plus beau d'acheter un vêtement neuf et de le patiner et de le faire vivre et de le transformer comme on a envie de le transformer en fait. Moi, mes jeans, ils ont tous la même patine parce que c'est moi qui les portais. Donc je trouve que le côté durable, il est présent aujourd'hui, mais il peut pas exister avec la fast fashion. Hop. Et donc voilà, donc ça c'est le résultat de cette machine en fait. C'est une boutonnière à œillet, donc en fait on a un œil en haut. Et du coup voilà, c'est une machine qui fait un certain type de point. Et du coup je trouve que le résultat répond à ce que j'ai envie. Et encore une fois, rien que cette boutonnière raconte pas une histoire, c'est une machine qui date des années 30-40, qui a fabriqué aujourd'hui 46 millions de boutonnières. J'en ai pas fait autant. Ce que j'appelle une piqueuse plate, c'est cette machine-là. C'est une machine qui fait qu'un point droit, elle n'a pas d'autre option. Elle ne va pas faire de zigzag ou autre, mais c'est une machine qu'on utilise à 90% dans notre atelier, donc on en a 3, comme ça. Et ça, c'est une machine qui est plus facile à prendre en main par nos stagiaires ou par les personnes qui viennent intégrer l'atelier qu'une vieille machine à coudre. La 60, j'ai dit combien sur la 44 ? 44, 60. Oh, c'est bien. 60 ici. Okay. Mais du coup, il faut bien avoir repassé la manche avant. T'as pas repassé la manche encore? La tête de manche. Et la tête de manche, elle va dans la... Comme ça. Ouais, elle va dans la manche. Ouais, ça c'est sûr. Ici. Et ça, ce sera au milieu, quoi. Et c'est cousu ou c'est à la main? Cousu. Cousu, mais tu mets du biais et du coup, on n'a pas besoin de faire de... Ouais. On fera peut-être à la main, on verra. Mais non, c'est cousu. Ok.
Ça fait 2 ans maintenant que je travaille ici. J'ai commencé en stage avec Jean en 2023 et puis je suis repartie. Quand j'ai commencé en stage, j'étais principalement sur les retouches, darning, reprise de taille, fuselage, ce genre de choses. Puis petit à petit, je suis venue à faire des vestes, puis des pantalons et puis ensuite les commandes des clients. Je pense que j'accorde plus d'importance maintenant à ce que je porte, à comment ça a été fait, d'où ça vient, dans quelle matière, est-ce que c'est quelque chose qui va durer, ce genre de choses. Et puis je pense que ça a déteint un peu sur, peut-être un peu ma façon de m'habiller, du coup, c'est devenu un peu mon uniforme, quoi. On va avoir Cédric, que je parlais tout à l'heure, de Manufacture Métis, qui me fabrique des tissus qui sont incroyables. Donc on va avoir ce genre de tissu, par exemple, qui va être un tissu coton et lin. C'est bête, hein, mais bon, vous pouvez pas le sentir, mais il sent vraiment le lin et voilà, on retrouve en fait toutes ces petites imperfections sur ce tissu-là qui lui amènent énormément de caractère. Donc je suis très content de travailler avec lui. Et je travaille quasiment de plus en plus avec lui, avec TRP Charvet qui eux nous fabriquent des tissus comme celui-ci par exemple hop, ça c'est en coton aussi, c'est un chevron écru. Et ça, donc Catherine qui travaille là-bas m'a expliqué que c'est un tissu qu'ils fabrique pour des blouses de boucher. Donc là il est écru mais que pour les blouses de boucher il est blanchi. Et du coup, j'ai dit, ah, vas-y, trop bien, c'est un tissu qui va être, il est hyper solide. En écru, on a fait des vestes, des pantalons avec. Et donc, je suis très content. Et après, on va avoir des tissus, voilà, donc de la toile. Alors ça, c'est pas une toile selvage, mais c'est une toile denim qui est fabriquée au Japon, qui est une repro des tissus de la Navy américaine dans les années 40. Donc, c'est un tissu indigo qui va très vite s'éclaircir, qui a un poids plutôt léger. Du coup, on fait des pantalons avec ça. Donc, on travaille vraiment avec différents fournisseurs. On a de la laine aussi, de la Moleskine, et du lin. Donc, on a des tissus un peu plus fins comme celui-ci qui est en lin, qui est fabriqué en Belgique. Donc là, c'est 100% lin. Donc, plus léger pour des vestes d'été. Et aujourd'hui, on essaye de s'adapter un peu à nos clients. Savoir que c'est fabriqué en France. Je trouve ça bien, mais je trouve ça aussi bien d'avoir des tissus qui sont fabriqués au Japon, en Italie aussi. Donc, mais avoir cette proximité, c'est vrai que par exemple avec Cédric et Catherine, c'est assez facile, je les appelle et ils me disent j'ai ça en stock, ça t'intéresse. Donc je suis fier d'avoir cette relation avec eux maintenant et de pouvoir grandir grâce à eux. Et après, voilà, après, ce que je fais aussi, j'en achète à chaque brocante ou à chaque braderie de plus en plus. Et ça, je les garde un peu comme des trésors, mais j'achète et ça me sert un peu comme les vieilles machines. Ça me sert de référence. Ça, par exemple, il a même pas été ouvert, je ne l'ai pas encore ouvert. C'est des vieux linges fabriqués en France. Alors, je ne saurais pas trop dater, hein, mais bon, je pense que ça va dater peut-être des années 50, 60, mais c'est des vieux tissus, donc on a une chaîne en coton et une trame en lin. Et ça, par contre, je le propose que à mes clients qui viennent à l'atelier pour faire du sur-mesure. Moi, aujourd'hui, un client qui vient chez moi, il y a un délai d'attente entre 4 et 6 mois. Ça veut dire qu'un client qui vient ici, il attend 6 mois pour avoir son vêtement. Il ne peut pas venir taper des pieds. T'as beau, à moins que tu sois Georges Clooney, et encore. Je rigole, mais non. J'ai de temps en temps des samples ou des pièces d'archives qu'on garde et qu'on peut vendre. Mais ça arrive une fois de temps en temps où un client vient, essaie une veste, elle est à vendre, elle lui va, il repart avec. Mais c'est une parmi tant d'autres. Le reste du temps, notre philosophie, notre manière de faire, c'est un client vient et il commande une pièce pour lui. Et du coup, la veste ou le pantalon va être fabriqué pour lui. Et du coup, on a une liste d'attente parce qu'aujourd'hui, on a 2 créneaux de vente. On va vendre à des distributeurs, donc des magasins, principalement au Japon, qui vont nous commander via nos collections, via nos showrooms qu'on fait. Donc, ils vont commander
des pièces. Donc là, on a 2 fois dans l'année un créneau qui est bloqué pour cette confection-là. Donc on ne fabrique pas pour nos clients qui viennent pour du sur-mesure. Et après, on a 2 autres périodes dans l'année où on fabrique pour nos clients. Et du coup, je ne peux pas, on est 2 pour l'instant, on sera peut-être plus un jour, mais je ne peux pas fabriquer plus vite que ce qu'on peut. Mais ça fait partie d'une démarche qui, à l'époque, c'était ça. À l'époque, et ça l'est toujours, hein. Aujourd'hui, vous allez vous faire un costume sur mesure chez une grande maison, vous n'allez pas avoir votre costume du jour au lendemain. Il y aura plusieurs essayages. Je vais la trouver. Bon, c'est pas la même veste, mais ça, c'est une veste de chasse. Et par exemple, là, on va avoir une veste d'essayage où le client va pouvoir venir et se projeter un petit peu. Ça, c'est un médium sur une veste. Et donc là, on n'a pas les poches, on n'a rien, mais on peut lui dessiner les poches dessus pour qu'il ait une idée du volume, de l'emplacement. Et donc, ça lui permet de tester. Et du coup, je sais qu'en taille 48, sur cette veste et tel patronage, bah, j'aurai tel résultat de volume. Donc, je n'ai pas besoin de tout retravailler. Et si, lorsqu'il va essayer un médium, il va me dire bah, tiens, je veux que ce soit un peu plus court, un peu plus long, bah, je fais toutes mes annotations. S'il veut un peu moins de carrure, je note tout ça. Et après, je sais qu'en fonction de mon patronage, j'aurai des modifications à faire. Donc, c'est un peu plus facile et un peu plus précis dans ce qu'on fait. Et après, on a pas mal d'archives aussi, de bouquins. J'achète beaucoup de vieux livres ou des récents sur l'histoire du vêtement de travail. Donc il y en a beaucoup. Il y a celui-ci qui a été écrit par Gauthier Borsarello et Marc Boger, que je ne vais plus présenter, mais donc, ils ont fait un bouquin d'archives sur des vieux vêtements qui ont été eux portés en fait. Et c'est intéressant de voir comment ils se sont usés et de voir comment un vêtement vieillit ou a pu être customisé. Enfin, ça donne toujours des idées. Je conseille vivement ce livre. Et je crois qu'il y a même un pantalon que j'ai réparé pour Gauthier dedans. Voilà, celui-ci, il me l'avait envoyé et du coup, il m'avait demandé de tout réparer. Et du coup, c'est drôle de le voir dans son bouquin. Et pour l'avoir eu entre les mains, c'est un pantalon du coup qui date des années 40, qui avait été réparé mais des dizaines et des dizaines de fois et qui était devenu... c'est devenu quasiment... je trouve que moi, c'est bête à dire, mais je trouve que ça devient quasiment une œuvre d'art en fait, parce qu'il y a eu plein de personnes qui sont venues sur ce pantalon ou sur une pièce et qui l'ont rapiécé de différentes manières, de différentes techniques. Pour l'histoire, ça c'est une veste de chasse française des années 40, je pense. Donc ça, on s'en est inspiré pour une de nos vestes. Et ça, c'est quasiment la même époque, mais une veste de chasse américaine. Et en fait, je trouve passionnant de voir qu'en fait, ils ont la même fonction, la même utilité d'aller chasser, d'avoir des poches, mais on a un col qui va être un peu différent. On peut remarquer que les volumes sont quasiment les mêmes, ils ont besoin de bouger, donc il y a une emmanchure il y a un montage d'emmanchure qui est assez spécifique sur les deux. Alors, il est différent, mais il permet d'avoir du mouvement dans les bras pour manipuler l'arme, ce genre de choses. Donc ça, c'est par exemple sur les vestes de chasse. Et après, je vais avoir des vestes de travail. Donc ça, c'est pas français, mais je trouvais que le chevron et la matière étaient très belles. Voir comment c'était fabriqué, la longueur de poing, le volume des poches, le nombre de boutons, les poignets, tout ça. Après, voilà, j'ai une vareuse qu'un ami m'a offert, qui appartenait à son grand-père, qui travaillait dans les usines Peugeot en France, ici. Et du coup, celle-ci, elle est quasiment neuve, elle n'a quasiment pas été portée. Et il m'expliquait que son grand-père, en fait, chaque année, l'usine lui offrait une nouvelle vareuse. Et qu'en fait, il s'en foutait, il voulait garder la même vareuse. Et en fait, son grand-père a dû garder la même vareuse pendant des années, qu'il a complètement usée. Et du coup, mon pote a gardé la vareuse de son grand-père usée de partout, mais qui est... pour lui, j'imagine, un cadeau. Enfin, c'est trop bien de pouvoir garder le vêtement de son grand-père qui a vieilli. Et moi, j'ai les chaussures de mon grand-père que je mets aujourd'hui et que je continue à patiner. Enfin, je trouve ça trop bien de transmettre. Donc, on revient au même sujet de tout à l'heure, d'avoir un vêtement qui va durer. Et du coup, celle-ci, là, lui, il m'en a offert une qui était quasiment pas portée, quasiment neuve. Et du coup, ça nous a servi de modèle, en fait, pour la vareuse que nous, on fabrique aujourd'hui.
De quoi? Pas du billet, de rien maintenant. Moi je ne pose pas de ch- Ouais. Bah, dans tous les cas. Mais ça c'est beau. Oui, ça c'est beau. Mais ouais. Du coup il y a une couture qui est là. Je suis pas sûr qu'il avait cette couture là. Elle va jusqu'en bas là, tac. Et je pense pas qu'il va vouloir un truc comme ça. Lui va vouloir. Nous, chez nous, un jean en sur-mesure, c'est à partir de 490 €. Et donc je suis conscient que tout le monde ne peut pas s'en offrir un. Les vestes, c'est pareil, c'est autour de 500. Et ça peut aller jusqu'à 800 € pour une veste, même plus, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais j'ai des clients qui viennent et qui ont le budget, mais qui ne vont pas forcément acheter ce genre de pièces, mais qui disent bah tiens, je vais attendre un petit peu et je viens me faire plaisir, je viens m'offrir une veste fabriquée que pour moi. Et donc ils ont envie d'avoir cette démarche-là. La plus belle surprise que j'ai eue, c'est une fois j'ai un client qui est venu, qui était étudiant et qui m'a dit bah ouais c'est un peu cher, bah, je vais économiser, je vais revenir quand j'aurai les sous. Et il est revenu 1 an après. Bah, voilà, enfin, j'étais trop content. Il est revenu 1 an, il s'est offert son premier jean, son premier jean sur mesure et il le porte. Il le porte depuis des années et il en est content. Des fois, on me dit bah oui, ça coûte cher un jean chez moi, mais pour pouvoir fabriquer un jean ou une veste comme je le fabrique aujourd'hui, bah, ça ne m'a pas pris une journée. Ça m'a pris 15 ans. En fait, ça m'a pris 15 ans de ma première machine où j'ai appris tout seul à coudre chez moi pendant 2 ans, à ouvrir un atelier, à déménager, à rencontrer des gens. C'est beaucoup de rencontres. C'est des gens qui m'ont formé, des gens qui m'ont appris à toucher un tissu, à savoir dater un vêtement. Enfin, voilà, c'est toute cette expérience-là qui me permet de dire aujourd'hui, bah voilà, moi quand je vends un vêtement, bah, je le vends à ce prix-là. Et voilà. Quand un client nous commande soit un pantalon, soit une veste sur mesure, on va toujours broder les initiales à l'intérieur du vêtement, donc à l'intérieur de la poche ou de la veste. Le client va se retrouver avec ses initiales. Je trouve que c'est un tout petit clin d'œil pour lui dire bah voilà, ça a vraiment été fabriqué pour lui et c'est sa veste à lui et à personne d'autre. Bon, par exemple, ça c'est quand j'avais fait pour mes potes de Culture Denim, j'avais fait son logo et du coup je fais un pochoir et en fait à partir de ça je le mets sur un morceau de tissu, par exemple là, hop, et ça me permet de le tracer. Et donc après, j'aurai mon visuel sur mon vêtement et du coup, je vais pouvoir l'utiliser comme gabarit pour pouvoir venir broder. Et du coup, j'ai beau utiliser le même gabarit, la même machine tout le temps, je pense que j'ai beau le faire 10 fois, bah, même si je vais me dire ok, il faut que je démarre par telle lettre, au niveau du remplissage, faire tel contour en premier et me donner des étapes, bah, chaque broderie va être un peu différente parce qu'il y aura un moment, le fil que je vais devoir changer, revenir dessus. Et du coup, c'est ce qui va donner je trouve ce côté vivant dans la broderie parce qu'au final, elles vont être toutes uniques. Là, on a eu une commande au Japon où, par exemple, j'ai dû faire 6 fois la même broderie. Alors les 6 broderies paraissent identiques, mais quand je regarde bien, je sais qu'à un moment, il y a une lettre qui va changer un petit peu, ces genres de choses. Et donc c'est apporter un peu de caractère, d'authenticité, même juste dans la broderie, je trouve ça intéressant, en plus de la confection du vêtement. Tu donnerais quoi comme conseil à un gars qui veut se lancer? Ne viens pas, on est déjà trop ou Laisse-moi tranquille. Je vais dire un truc, mais à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression de passer pour un vieux con. J'ai envie de dire, bah boss, avec ça. Non, mais... Non. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, enfin, c'est... Je vais pas dire de faire comme moi, au contraire, je dirais de suivre un parcours scolaire qui est... Aujourd'hui, on a tellement d'écoles de mode, que ce soit en France ou même à l'international. Enfin, il y a
Je sais qu'en Hollande, par exemple, à Amsterdam, il y a une école spécialisée autour du denim. Donc c'est des formations, des cursus qui sont passionnants, que j'aurais adoré pouvoir faire, évidemment. Mais que j'ai pas suivi. Et au final, j'ai eu mon propre parcours et bref, je me suis construit comme ça. Non, je dirais plutôt mieux c'est, évidemment, hein, si on veut vraiment faire de la couture. Mais je pense qu'aujourd'hui, travailler dans la mode, il n'y a pas que la couture, il y a plein d'autres choses. Il y a toute la partie créative, donc évidemment, imaginer un vêtement, donc les matières. Donc il y a plein de trucs sur lesquels il faut être à l'affût, les nouvelles tendances des tissus, comment c'est fabriqué, comment ça va impacter le vêtement. La confection, évidemment, nous on est plutôt là-dessus, sur comment ça va impacter le montage et le résultat final. Et après, il y a aussi comment on va vendre un vêtement, les photos, toute cette partie DA. Je trouve qu'il faut aujourd'hui un peu, même si demain, quand je le vois avec les élèves que j'ai, des fois ils veulent plus être dans la direction artistique, je leur dis c'est quand même très important de savoir comment c'est fabriqué pour comprendre le résultat final d'un produit. En fait, on peut imaginer un vêtement, mais si on ne sait pas comment on va le fabriquer, en fait, on peut imaginer, je sais pas, une robe ou un costume, mais il faut quand même se dire il y a des limites. Même si aujourd'hui, dans le développement du textile, il y a plein d'innovations, les impressions, tous ces trucs-là, mais je trouve que c'est bien de se rendre compte d'avoir un peu de recul et se dire ok, dans le textile, pour fabriquer une veste, il y a le point de départ qui est la matière première, où est-ce qu'elle va être cultivée, comment on fabrique de la laine, à partir de quelle race de mouton par exemple, ou le coton pareil, que ce soit un coton qui vient d'Australie et de Turquie, ce sera peut-être différent, le lin pareil, avoir vraiment un regard sur tout ce qui se passe. Et puis après, se spécialiser. On peut après se spécialiser dans la maille, dans les robes de mariage. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un ensemble. Et du coup, les écoles qui permettent d'avoir ça aujourd'hui, il y a des écoles qui sont très spécialisées dans la couture, mais du coup, ils vont moins voir cette partie, on va dire, entre guillemets, business, comment vendre un vêtement. Et aujourd'hui, il y a d'autres écoles, une dans laquelle je travaille, où ils ont vraiment, dès le début, je trouve ça intéressant, une vue d'ensemble sur le patronage, le modélisme, la confection, mais aussi cette partie direction artistique, c'est revoir les couleurs, faire de la peinture, faire de la photo. Et je vends pas à l'école, mais voilà, ce serait plutôt faire ça. Et après, il faut pas avoir peur de recommencer. Moi, j'ai fait des études artistiques plutôt que artistiques dans la peinture et la photo, et au final, à 20 ans, j'ai décidé de tout redémarrer et de me lancer. Mais oui, là, j'en viens, il faut s'accrocher, il faut taffer, il faut tomber, redémarrer, et après, ça c'est... On m'avait conseillé ça au début, mais je ne l'ai pas suivi dès le début, de bien s'entourer et de savoir déléguer, ce que je ne faisais pas du tout au début. Et voilà, savoir déléguer, pas hésiter à faire appel à d'autres. Nous, les photos, on les fait faire, le site internet, je le fais faire. Voilà, c'est des choses que je pourrais apprendre à faire, mais qui prennent trop de temps. Et à un moment, je sais coudre, donc je me focalise là-dessus. Donc voilà les quelques conseils que je pourrais donner. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Jean et à Léa pour cette journée. J'ai appris énormément de choses, ça a été vraiment un plaisir de tourner chez eux. Grosse découverte, que ce soit au travers de la couture, des vieilles machines, de toute la philosophie de travailler comme avant, non pas par pure nostalgie, mais de faire perdurer ce qui est juste et ce qui avait du sens avant et qui en a encore aujourd'hui. Donc un grand merci à eux. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!